Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je voulais partager un petit peu avec vous ce que je ressentais et puis aussi peut-être enregistrer quelque chose pour la suite parce que on vit quelque chose d'historique, on s'en rappellera toute notre vie, nos enfants aussi, et on va traverser ça et le but c'est qu'on traverse cette période le mieux possible. Donc je vais vous partager un petit peu mon quotidien de vie de famille, vous parler de notre organisation. Et puis, la nécessité aussi et surtout de communiquer. Et puis, quelques réflexions, je dirais, pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? À quoi on peut s'attendre pour la suite? Donc voilà, c'est parti. J'ai pris des petites notes. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, zappez cette vidéo. Et puis, ce sera très bien. Vous avez sûrement d'autres choses plus intéressantes à faire. Donc voilà, en tout cas, c'était pour partager avec vous notre quotidien de la famille. Donc, nous, on est une famille de 4 personnes, donc avec mon épouse, et puis on a 2 enfants, donc de 4 et 7 ans et demi. Et notre fils va bientôt avoir 8 ans, le 27 mars. Donc, on sera encore en confinement pour son anniversaire. Donc, ce sera encore un moment bizarre à partager en famille. Il ne pourra pas faire l'anniversaire avec ses copains, on le fera sûrement plus tard. Mais voilà, c'est des moments assez paradoxaux, je ne sais pas comment expliquer ça, hors du temps qu'on vit en ce moment. Donc nous, on s'est organisé de la façon suivante. On reçoit, heureusement, c'est très gentil de la part des maîtresses, des exercices à faire pour donc le CE1 et la moyenne section. Et on se répartit les enfants. Donc mon épouse s'occupe, on va dire, lundi, mardi. C'est pas, on est qu'au deuxième jour, hein. Mais mon épouse fait lundi, mardi notre grand, et puis moi je m'occupe de la petite. Et puis jeudi, vendredi, je prendrai le grand et mon épouse la petite. Donc on commence la journée par 15 minutes de sport. J'ai suivi un petit programme de Thibaut InShape. Merci Thibaut si tu nous regardes. C'est un programme voilà, un petit peu cardio qui permet de faire des exercices. Même les enfants, des fois ils le font, des fois ils ne les font pas. Donc c'est assez rigolo de commencer la journée comme ça. Et puis ensuite on fait le petit déjeuner, la douche et on commence les devoirs. Donc le matin est vraiment bloqué pour les devoirs. On fait une récréation vers 10 heures, on met une petite alarme. Et puis après, on retourne travailler jusqu'à midi. Et puis on mange à midi. Et l'après-midi, c'est des activités diverses. On fait du jardinage, on a fait des crêpes. Donc voilà, on s'occupe un petit peu de façon plus détendue l'après-midi. On a la chance d'avoir un jardin, donc on joue aussi dans le jardin. On a installé le trampoline aussi qui était replié pour l'hiver, donc on l'a remis en service. Et puis on joue un petit peu au foot. Voilà, on s'occupe des enfants l'après-midi en se réservant aussi un petit temps de pause où on fait du travail aussi pour nous, notre télétravail pour mon épouse et moi. Donc voilà, pendant ce temps-là, on se répartit les enfants. Donc voilà pour notre organisation. Puis le soir, on essaye soit de faire des petites vidéos pour les papis-mamies ou de faire des Skype ou d'avoir un moment un petit peu d'ouverture sur les autres, sur nos amis, etc. Voilà pour notre organisation. Alors, deuxième partie, la communication. Alors je pense que on est parti pour un marathon. C'est ça qui est important, on est dans un marathon, on n'est pas dans un sprint. Donc ce que vous allez mettre en place maintenant, c'est pour durer. Et donc le fait de partir pour un marathon, c'est pas du tout le même état d'esprit que si on part pour un sprint. Et je discutais avec mon épouse hier qui me disait qu'au bout de 2 jours, elle était déjà sur les rotules. Donc voilà, c'est un indicateur de se dire, mais non, en fait, il y a peut-être des choses à changer si on est déjà sur les rotules au bout de 2 jours. Ça ne va pas le faire comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et puis tenir ce marathon plutôt qu'un sprint? Et puis j'ai un ami qui est coach et qui m'a donné un super conseil. C'est en fait de se poser 3 questions tous les soirs. Donc aux enfants et à votre conjoint ou votre conjointe. La première question, c'est qu'est-ce qu'on a bien aimé faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui était des moments de plaisir, des moments qu'on a envie de reproduire et de conserver? Deuxième question, qu'est-ce qu'on a moins aimé? C'était quoi les moments un peu difficiles aujourd'hui? Et qu'est-ce que on va faire demain? Donc on est dans une projection aussi, dans une anticipation. Et qu'est-ce qu'on a aimé? Donc ce sera peut-être des choses à amplifier. Qu'est-ce qu'on a moins aimé? À voir comment on peut le changer, l'améliorer, le réduire, ou trouver soit un compromis, soit de l'arrêter complètement, de le faire peut-être différemment. Et qu'est-ce qu'on va faire demain?
on est sur un programme aussi, on sait ce qui va se passer dans la journée, on n'est pas dans un flou et finalement le fait d'être dans le flou, ben, on ne fait pas grand-chose et à la fin de la journée on a des regrets. Et puis peut-être même à la fin de la période de confinement, on s'est dit, bah tiens, je voudrais en profiter pour faire ça, j'ai jamais eu le temps de le faire. Par exemple, là je voyais ce matin, il y a un petit peu de moisi qui s'est déposé au plafond de notre salle de bain. Tous les jours je le vois quand je prends ma douche, je me dis, ah, un jour je vais le faire. Bon allez, aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, je vais aller nettoyer ces petits moisis au plafond. C'est des choses, ouais, c'est pas des choses très compliquées, peut-être forcément, mais en tout cas, on sera content quand ce sera fait. Donc, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, qu'est-ce qu'on va faire demain? Et ça, c'est vraiment à faire avec les enfants. Les enfants peuvent vous dire, hein, et puis aussi avec votre conjoint. C'est très important aussi de dire comment on peut s'améliorer pour tenir ce marathon. Et puis moi, j'ai un besoin aussi, je le ressens parce que moi, je suis indépendant en télétravail, ou enfin, je suis formateur en entreprise, et bah là, toute mon activité s'est arrêtée. Vraiment, j'ai plus rien, plus aucun client, tout est annulé pour les semaines à venir. Ma femme continue à faire du télétravail, donc elle est encore utile à la société. Moi, j'ai identifié vraiment ce besoin de me sentir, de continuer à me sentir utile. Et même si professionnellement c'est l'arrêt complet, bah, j'ai besoin de garder du lien social. Donc c'est pour ça que bah, je me dis, est-ce que, bah, vu que je travaille dans le digital, est-ce que je pourrais pas aider des gens à se mettre au télétravail ou à installer des logiciels ou prendre la main sur certains types de problématiques liées à l'ordinateur qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire. Donc voilà, je propose mes services pour bénévolement, hein, bien entendu. Le but, c'est vraiment pas de me faire de l'argent pour ça, mais c'est plutôt de combler ce besoin, peut-être ce manque aussi que j'ai de me sentir utile et qui n'est pas comblé pour le moment. Donc pour ça, c'est de garder du lien social, d'activer, bon, on est sur, j'habite à Troyes, donc il y a un groupe Facebook qui s'appelle Ça bouge dans Troyes, où on s'est dit bah, peut-être qu'on pourrait fédérer les initiatives, il y a beaucoup d'audience, les commerçants bah, sont à l'arrêt aussi, donc est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce site pour partager des besoins de certaines personnes? Je vois des personnes âgées qui ont besoin d'aller faire leurs courses, d'autres qui vont faire les courses, donc qui pourraient s'organiser pour bah, faire les courses pour les personnes âgées, les déposer devant la porte, de se sentir utile en tant que lien et de créer du lien. Ça, c'est bah, des choses que j'ai identifiées qui sont pour le moment un peu à l'arrêt, contrairement à mon épouse qui continue à faire du télétravail. Et puis le dernier point, je voulais vous dire, c'est la suite. Et bah, quand on étudie un petit peu la psychologie, la sociologie, il y a bah, des personnes qui se sont penchées sur la question, qui ont regardé l'évolution de l'histoire, et puis aussi des choses qui se sont passées, et on peut en tirer des apprentissages. Donc déjà, c'est que beaucoup de personnes, je vois passer sur les réseaux, disent ça va être dans 9 mois, on a un pic des naissances. Alors peut-être, ça c'est ce qui s'est passé après le baby-boom, après la guerre, quand les hommes sont retournés à la maison, ils étaient contents de se retrouver, on va dire. Mais là, on est confinés ensemble. Et ça peut être plutôt des moments difficiles, de tension. Donc c'est pour ça que la communication, dont je vous parlais précédemment, peut être un élément sauveur hein, finalement pour votre couple et de continuer à communiquer et comprendre les besoins de chacun et comment s'adapter à ça peut être salvateur pour éviter d'avoir plutôt qu'un pic de naissance, un pic de divorce. Et ça c'est ce qui s'est passé en Israël, il y a eu des confinements qui ont été faits en Israël et ils n'ont pas eu des pics de naissance, ils ont eu des pics de divorce. Donc c'est plutôt ça que si on peut éviter, c'est peut-être mieux. Donc voilà, de dire faites attention à votre couple grâce à la communication, d'éviter ce pic. Alors ensuite, il y a une psychologue suisse qui s'appelle Madame Elisabeth Kubler-Ross qui a fait une courbe qui s'appelle la courbe du deuil, qui sont en fait les étapes du changement. Et quand on travaille sur l'accompagnement du changement, on voit que à ce changement-là, il suit pratiquement toujours les mêmes étapes. Alors certaines personnes vont aller beaucoup plus vite et puis d'autres plus lentement. Mais en tout cas, ces étapes sont assez connues. Et bah, moi j'avais ça en tête, hein, c'est un peu mon travail aussi, mais de voir ce qui se passe aujourd'hui, ça m'a fait penser à cette courbe du deuil où bah, on est en train de vivre ces étapes les unes après les autres. Alors la première étape de cette courbe du deuil, qui sont plutôt, c'est pas lié au deuil forcément à la mort, mais c'est plutôt un changement. Et je pense que là on est en train de vraiment vivre un bon gros changement. C'est le premier point, le choc. Première étape, il y a un choc. Au moment de l'annonce, de se dire, voilà, on va s'arrêter, l'économie française est à l'arrêt, ça choque. Et beaucoup de personnes se posent des questions. C'est pour ça qu'on a vu sur les plateaux télé, on répond à toutes vos questions, on est là pour
répondre à toutes vos interrogations, c'est lié aussi à l'accompagnement du choc, d'avoir des choses qui vont bloquer de façon historique, c'est du jamais vu dans notre vie et puis même peut-être de nos parents, nos grands-parents, d'avoir ça. Donc cette étape de choc, on l'a eu au début, c'est au moment de l'annonce. C'est quelque chose qui dure assez peu de temps. Et on passe à l'étape d'après qui est le déni. Et c'est exactement ce qui s'est passé samedi et dimanche. Euh, Après les annonces d'Emmanuel Macron et du Premier ministre qui disaient restez chez vous, peut-être de pas façon très claire, mais en tout cas c'était le message, restez chez vous ou allez voter vite et puis revenez vite chez vous. Quand les gens sont allés se promener ou dans les parcs, c'était clairement une phase de déni. Ils n'ont pas compris l'ampleur du problème. Après, peu importe est-ce que le message était clair ou pas, mais en tout cas, ils ont vécu cette phase de déni. On voyait un papa avec l'enfant dans les bras qui disait non, non, moi, la vie continue, de toute façon, je ne me sens pas concerné. Voilà. C'est clairement une phrase de déni. Et je pense qu'on est en train de passer cette étape-là où, même là, on est un peu obligé même pas qu'un peu, obligé de rester chez soi. C'est cette phase qui arrive de la colère. Et la colère, j'ai peur que ce soit un moment compliqué. On voit la colère dans les supermarchés, où les gens commencent à se taper, où je lisais un article dans les stocks d'un supermarché, les gens vont aller se battre avec le personnel du supermarché pour aller prendre ce qu'il y a dans les stocks. Et puis même dans les entrées des supermarchés le matin, les gens ne respectent pas le mètre de distance de sécurité. Ils se battent pour être les premiers à rentrer dans le magasin. La dame, elle disait, bah, de toute façon, si je respecte le mètre de sécurité, je me fais passer devant et j'ai plus rien. Donc on est dans cette phase de colère où les gens vont commencer à se battre. Et c'est une phase, si on peut la passer vite, ça, je pense que ça serait mieux pour tous. Surtout que la colère n'arrange rien. La colère va faire créer des nouveaux problèmes. Le fait de se presser à l'entrée des magasins et se battre pour accéder à des stocks, finalement, on ne sert pas la collectivité, on sert plutôt l'individualité. Et quand on regarde les épisodes précédents des pays qui se sont effondrés, euh, ou même dans les guerres, ceux qui s'en sont le mieux sortis, c'est pas ceux qui ont tapé sur les autres le plus fort ou qui étaient le plus violents, c'est les gens qui ont collaboré. C'est les gens qui étaient dans l'empathie et qui étaient dans la création de groupes d'utilité où on va serrer les coudes et on va s'entraider. Donc l'entraide est plus forte que la colère. Et ça, je pense que c'est plutôt une piste de réflexion pour passer cette phase-là, où finalement on est ensemble et ça sert à rien d'aller taper les stocks juste pour soi ou de vider pour soi tous les stocks de Doliprane. Je voyais hier des gens qui achetaient 200 boîtes de Doliprane et qui n'avaient plus poursuite derrière. Ça n'a aucun sens. Donc, essayons de passer cette colère où on va arriver à l'étape d'après qui va être la négociation. Et cette négociation, elle peut s'entendre. Je pense qu'en ce moment, le personnel de santé, ils peuvent négocier beaucoup de choses. La France repose sur eux aujourd'hui et ils sont bien en droit de négocier des choses pour la suite et de revoir complètement notre modèle financier pour les hôpitaux et le personnel de santé. Je pense qu'il va y avoir des négociations qui vont arriver légitimes. Et puis, les phases d'après, c'est la dépression. C'est qu'il y aura Là, on est peut-être tendu, on se dit on va gérer, on tient. Mais une fois que peut-être on aura passé le début, où c'est un petit peu, c'est pas rigolo d'être confiné, mais quand même, bon, on peut voir des aspects positifs. Le risque, c'est sur la durée. Et comme je vous disais, on est sur un marathon. Et ce marathon-là, il peut être épuisant. Et quand on court un marathon, tous ceux qui font du marathon, ils savent, ah, vous entendez peut-être derrière, il y a mon fils qui fait sa flûte. Normalement, le mercredi, c'est le jour de la musique. Donc, ce marathon, on a tous connu, ceux qui font du marathon, s'appelle le mur. Et le mur, c'est un moment où on n'a plus de jambes. C'est plus le physique qui prend la course, en fait, c'est notre mental. Et notre mental, il est extrêmement fort à ce moment-là pour dire je suis épuisé, j'en peux plus, je passe ce mur et c'est dans la tête. Et ce moment-là où on va intellectualiser les choses, je pense que c'est là où on va être dans le creux de la courbe, c'est-à-dire que cette phase de dépression, de dire bon, on a tenu tout ce qu'on pouvait, mais à un moment, ça craque. Donc, comment on va passer ce moment-là de dépression? Il peut y avoir des soutiens psychologiques ou des moments forts, des cellules d'aide, d'accompagnement de ces étapes-là qui peuvent être nécessaires. Donc, si elles ne sont pas anticipées, il peut y avoir beaucoup aussi de problèmes psychologiques
plus que des problèmes sanitaires. Si les gens ont bien respecté les consignes, pas tomber malade, il peut y avoir des conséquences psychologiques. Donc voilà, en tout cas, à anticiper, la courbe du changement d'Elisabeth Kubler-Ross nous le dit, et en tout cas l'anticipe. C'est pas dit que tout le monde va être comme ça, bien sûr, on va le passer plus vite, mais c'est possible qu'on arrive dans ces étapes-là. Et là, c'est vraiment le creux de la vague. Et après, on remonte sur l'acceptation, l'expérimentation, la décision et puis l'intégration. Ça, c'est des étapes où on est tourné vers le futur et voilà, on reprend, la vie reprend son cours plutôt que tout ce que je viens de vous dire était plutôt tourné vers le passé. Et là, cette phase tournée vers le futur, on comprend les choses et puis il y aura sûrement des adaptations qui vont être faites. Je pense par exemple à, c'est pas qu'on se moquait, mais on regardait d'un œil un peu bizarre les Asiatiques qui venaient dans nos pays avec des masques. Bah, peut-être que ça, ce sera la nouvelle norme, cette phase d'intégration finale, de se dire, bah, non, quand on est malade, on met un masque. Et ça deviendra la norme, comme aujourd'hui, c'est la norme d'enlever sa ceinture, de fouiller à l'aéroport, qui n'était pas du tout le cas dans les années 60 ou 70, peut-être même plus tard, hein, je ne sais pas, mais voilà, il y a des périodes où ça n'existait pas de se faire fouiller comme ça pour rentrer dans un avion. Aujourd'hui, c'est la norme et c'est intégré. Peut-être que ce sera la même chose pour le port du masque, ou d'autres choses à faire, hein, d'avoir des distances de sécurité. Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura peut-être des nouvelles choses qui vont émerger dans notre société, dans notre comportement, et qu'on va devoir vivre avec et l'intégrer dans notre culture. Dernier point, en fait, ce que je voulais vous parler aussi, c'est un autre psychologue qui s'appelle Carl Graves, qui était professeur à New York dans les années 60 et qui a mis en place, on peut dire, inventé la spirale dynamique. Et en fait, cette spirale dynamique, elle nous dit que des mondes nouveaux émergent à partir de mondes précédents, en intégrant les mondes précédents. C'est pas, on connaît tous la pyramide de Maslow, qui est un modèle fermé, lui c'est une spirale. Donc on emmène avec nous les niveaux précédents et on construit dessus pour construire petit à petit, bâtir les étapes d'après. Et c'est un modèle ouvert, donc il n'y a pas de fin, on n'arrive pas au sommet de sa vie comme dans la pyramide de Maslow. Et ce modèle-là a été utilisé par exemple pour accompagner Nelson Mandela pour sortir l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et puis c'est un outil, on va dire, de coaching d'organisation quand on accompagne des changements pour faire de la calibration et puis prévoir le niveau d'après. C'est ça aussi qui est intéressant dans ces travaux. Et cette spirale, elle commence un petit peu comme la pyramide de Maslow sur le niveau de survie. Voilà. Et ça s'applique au développement des organisations. Donc un organisme humain, comme un bébé, au niveau survie quand il naît, ou aussi un organisme d'entreprise, il est au niveau survie au moment de sa création, ou au moment aussi de l'histoire. Ça marche aussi, les hommes préhistoriques, ils étaient en mode survie au début de notre histoire sur Terre. Et ce niveau survie, je pense qu'on peut l'appliquer aussi à ce qu'on a vu ces jours derniers, hein, où les gens font un repli sur soi au niveau survie, de me dire, j'ai besoin de pâtes, j'ai besoin de riz, j'ai besoin de papier toilette. Et ça c'est nécessaire à ma survie. Et même, je vais faire du stock de Doliprane pour survivre si je tombe malade. Donc ce niveau survie est clairement là, et on l'a clairement vécu ces jours derniers. Et une fois que ce besoin de survie, on va dire, est satisfait, hein, ça va, on est chez soi, on a ce qu'il faut, nos placards sont pleins, ça va. On passe au niveau d'après, qui est le niveau tribal. Et ce tribal, c'est de se retrouver de façon communautaire, de partager, de vivre des choses ensemble. Et pour ça, généralement, il y a un gourou, il y a des sachants qui sont là et qui vont dire les choses. Donc si on regarde le développement de l'histoire, c'est ce qui s'est passé pour les Égyptiens avec les pharaons, les Incas, les Mayas, qui avaient ce besoin d'un gourou, d'un sachant, qui contrôle aussi de façon un peu dictatoriale, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est de la dictature clairement, puis on le retrouve encore dans certains pays, Corée du Nord par exemple, c'est des gens qui ont la vérité absolue, mais qui n'est pas une vérité légale, on le verra sur le stade d'après. C'est des gens qui sont plutôt sous un joug et qui maintiennent les populations sous leur joug. Et dans ce niveau, donc le niveau tribal, donc je disais le premier niveau survie, c'est le niveau beige, et là on est au niveau violet. Et donc ce niveau violet a besoin de tribu, de se retrouver ensemble. Et c'est ce qu'on vit, en tout cas moi ce que j'ai besoin en faisant cette vidéo, de se retrouver avec vous, de se retrouver unis, même si on est loin dans la distance physique, on a quand même un besoin de se retrouver dans une forme de communauté.
Et on regarde ce que font les Italiens. Ils ont inventé l'apéro télé hein, par webcam, où on va se faire des apéros à distance avec notre famille. Et moi, je trouve ça, c'est une super idée de se dire, bah tiens, si on se fait, il y a des sites de visioconférence, on ne fait pas pour forcément travailler hein, la journée, mais on peut l'utiliser aussi pour nos amis, notre famille, et partager ensemble des jeux de société. Dire, on va faire peut-être un quiz de culture générale, genre un Trivial Pursuit à distance avec la famille. Pourquoi pas? C'est un besoin de se retrouver, pas forcément physiquement, mais quand même de conserver cette communauté et puis de partager sur les réseaux sociaux. Mais après ce niveau violet, bah, c'est le niveau rouge. Et le niveau rouge, c'est la guerre. C'est un moment où on est dans une révolte. C'est clairement la Révolution française, où après une période où je vous disais on était sous une domination, un joug du roi, bah, les gens se sont rebellés contre ça et ça va trop loin. Donc cette période turquoise où il y a des sachants, on va dire les experts, les gens qui sont sur les plateaux, tous les médecins qui communiquent autour de ça, qui connaissent la cause de notre crise aujourd'hui, qui essayent de nous donner des indications comment faire pour s'en sortir. On voit aussi des faux sachants, des gens qui disent n'importe quoi, les fake news circulent. Ils sont clairement sur ce niveau rouge, hein. Ils essayent de détourner aussi à leur profit les, peut-être les ventes aussi. On voit peut-être aussi du marché noir, et parler de marché noir de médicaments. Je vois des gens qui vendent des masques 100 fois le prix sur Internet. Voilà, il y a ce côté de rébellion, de révolte, de chercher aussi à gagner de l'argent de façon illégalement, ou en tout cas sur le dos des populations qui sont dans une certaine forme de difficulté. Et donc là, cette forme de guerre, elle risque aussi, je pense, d'arriver comme un peu la colère, dont je vous expliquais précédemment de Elisabeth Kubler-Ross. C'est cette forme-là peut-être de rejet de nos institutions aussi, où j'ai peur que on soit dans après coup, hein, peut-être là on est en train de se serrer les coudes et on dit on va traverser ça, mais qu'après il y a une grosse forme de rébellion, de révolution contre les institutions, peut-être qui ne nous ont pas forcément assez protégés, qui n'ont pas pris en compte l'ampleur de la crise, et puis les médecins aussi, à juste titre, qui disent mais nous enfin je voyais un reportage où c'était le médecin, les gens lui donnaient des masques, c'est pas l'État qui a fourni les masques, c'est catastrophique, c'est scandaleux même. Et donc peut-être que cette notion de se dire c'est pas normal ce qu'on est en train de vivre, ça peut entraîner de la révolte, de la révolution, de la casse, et de changer un système complètement. Et quand président Macron disait j'en tirerai toutes les conséquences, je ne sais pas, est-ce qu'il anticipait ça aussi, de se dire est-ce qu'il n'y aura pas une forme de rébellion et de révolte contre le système, de se dire là ce qu'on vit aujourd'hui, notre confinement, bah, c'est peut-être une succession de causes qui auraient pu être évitées en amont, et ça peut peut-être, j'ai peur, en tout cas, susciter beaucoup de colère et de rébellion, de révolte. Et on dit on est en guerre, aujourd'hui c'était le terme utilisé, on est en guerre contre le coronavirus, donc il se positionne sur ce niveau rouge. Donc la guerre aussi peut être mobilisatrice, c'est ça qui est intéressant, on peut mettre des ressources, des forces, des actions en place pour mener cette guerre et la gagner. Donc clairement est positionné aujourd'hui sur ce niveau rouge, mais c'est bien, notre ennemi est réaliste et connu, donc on peut lutter de façon efficace, mais j'ai peur qu'on crée une nouvelle guerre, qui soit une guerre plutôt interne, contre nos institutions, notre gouvernement, et peut-être même les uns les autres. J'ai bientôt plus de batterie, donc je vais abréger, puisque le niveau d'après, c'est le niveau bleu, où on revient à un état d'équilibre par la norme, par la loi, et le ministre Castaner qui disait on va mettre en place des restrictions de déplacement, il y aura des amendes à payer, lui il est sur ce niveau-là aussi, il essaye de maintenir une institution, une collectivité avec des règles, des normes, et c'est ce qu'a fait Napoléon par exemple avec le code napoléonien, le code pénal, après la Révolution française, pour remettre de l'ordre dans un pays. Donc si on applique l'anticipation en se disant il va y avoir une révolte, il va y avoir la guerre, après cette étape où on est sympa, tous ensemble, on fait la fête, on essaye d'être dans ce niveau violet, on arrive au rouge, le rouge révolte, et donc là on aura un nouvel état, quelque chose qui va se créer de nouveau, qui va émerger, peut-être comme un volcan. Je raconte dans mes formations, c'est la fin, par exemple quand il y a eu le krach boursier en 2000 avec l'éclatement de la bulle Internet, mais il y a un nouvel Internet qui a jailli, beaucoup plus structuré, plus moderne, plus résilient. Et c'est aussi grâce à cet Internet-là qu'on peut travailler aujourd'hui, avoir des réseaux qui fonctionnent à peu près. Donc là, ce mode de normes,
cette nouvelle norme qui va jaillir de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Là, j'en sais rien ce que ce sera, mais il y aura quelque chose de nouveau qui sera peut-être plus structuré, plus normé, je vous disais, avec des nouvelles formes de comportement, mais peut-être même une nouvelle forme d'État, une nouvelle forme de démocratie qui peut agir. Et j'entendais des discours qui disaient que finalement les États de dictature, où ils pouvaient fermer leurs frontières très facilement, cloisonner, confiner beaucoup plus facilement des villes, de façon beaucoup plus restrictive, ces dictatures-là avaient plus de chances de résister au virus, alors que notre démocratie est un monde ouvert et tout le monde peut voyager où il veut, et finalement le virus s'étend. Donc est-ce qu'il y aura des gens qui vont pousser dans cette direction? J'en ai peur aussi. Donc voilà, quelque chose de nouveau va émerger. Et puis pour conclure, en fait, je voulais vous dire que après chaque période de contraction, il y a une phase d'expansion. C'est plutôt la bonne nouvelle, de se dire on va vivre des périodes troublées, des périodes de grands changements. Il faut s'attendre à ça quand on regarde un peu la théorie et puis ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé dans le passé, c'est ce qui est arrivé. Donc voilà, il y aura des changements, il y aura des choses nouvelles qui vont émerger. Et après des périodes de contraction, il y a des périodes d'expansion. On regarde l'univers, le Big Bang s'est contracté et après ça a fait l'univers. Après la phase d'hibernation des animaux, après il y a l'expansion. Après l'hiver vient le printemps, après la pluie, le beau temps. Voilà, c'est un peu toutes ces expressions populaires qu'on a, mais la nature fonctionne comme ça. Et je pense qu'il y aura une phase d'expansion après ce qu'on est en train de vivre. On est replié sur soi, sur notre famille, sur aussi prendre du temps pour ses proches, ça peut être aussi des moments privilégiés. Il y aura une phase d'expansion, de floraison, un petit peu comme le printemps après l'hiver. Et j'espère que cette phase sera la plus belle possible. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'avais besoin de partager ça avec vous. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre, de les lire. Et puis peut-être que je referai d'autres vidéos comme ça quand j'aurai d'autres pensées à partager. À bientôt, bon courage, bon confinement à tous. Au revoir.